Bien, on peut commencer? Oui. Ok, merci d'être venus aussi nombreux pour ce sujet d'importance. Comment le bonheur au travail influence-t-il le fonctionnement d'une organisation? Alors, d'abord, je voudrais donner quelques chiffres pour qu'on puisse comprendre l'enjeu qu'il y a derrière cette idée de bonheur au travail. Un travailleur heureux est 2 fois moins malade. Il est 6 fois moins absent. Il est 9 fois plus loyal, 31% plus productif, 55% plus créatif, et les travailleurs se disent à 65% plus heureux s'ils ont des responsabilités. Bon, tous ces chiffres lâchés comme ça d'un coup, ça peut paraître énorme, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent encore penser, malheureusement, avoir des responsabilités pour un être humain au travail, c'est important. Et autre chiffre très intéressant, 82% des travailleurs sont influencés par leur boss en matière de bonheur au travail. Ça veut dire que si vous êtes responsable d'une équipe, vous avez un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que votre attitude face au travail va subordonner l'attitude de vos collaborateurs à leur propre travail. 83% sont plus heureux s'ils arrivent à être libres et autonomes. Donc, on part de responsabilité et on parle de liberté et d'autonomie. C'est pas pareil. Être responsable et contrôlé en permanence, c'est pas de la liberté, c'est pas de l'autonomie. Et ensuite, on peut arriver jusqu'à un chiffre de 94% pour les gens en termes de productivité s'ils sont heureux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est heureux au travail va vraiment faire de la belle ouvrage. Donc ces chiffres, ils sont tirés d'un type d'entreprise nouveau qui s'appelle l'entreprise libérée. Alors l'entreprise libérée, c'est une notion qu'a développée un professeur qui s'appelle Isaac Getz et Brian Carmé, et ces deux personnes ont étudié des entreprises dans lesquelles l'autonomie, la responsabilité, l'initiative ont remplacé l'obéissance et le contrôle. Alors, vous allez me dire, mais c'est formidable, si les chiffres sont aussi éloquents, pourquoi tout le monde ne fait pas pareil? Eh bien, quand on se retourne vers notre pays voisin, la France, on s'aperçoit que, selon un baromètre Ipsos, Gallup et Harvard Business School, 38% des salariés seraient démotivés. 10% seulement vraiment impliqués dans leur travail, et c'est malheureusement un record européen. Et pire encore, plus de 3 millions des actifs risqueraient un burn-out directement causé par leur épuisement professionnel, étude de Technologia en 2014. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi tant de haine vis-à-vis du travail? Au fond, aujourd'hui, on a deux équations. La première, c'est deux axes, pardon. Le premier, c'est de se dire le bonheur au travail existe, on peut y arriver, regardons les chiffres qu'ils mettent en valeur. Et d'un autre côté, on a une réalité, c'est que le bonheur au travail, c'est une utopie et on n'y arrive pas. Alors, je me suis amusé, pour éviter de marcher sur les plates-bandes de mes collègues qui vont parler du bonheur au travail, de travailler à l'envers. C'est de dire qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être encore à cette absence de bonheur au travail. Et je pense que ça monte à très 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 loin. Je crois que le point de départ de notre problématique vis-à-vis du travail, elle commence dans la Genèse. Quand Dieu a dit à Adam, lorsqu'il eut goûté le fruit défendu avec Ève, « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. » Je pense que là, on a vraiment une malédiction par rapport au travail, qui nous suit depuis la nuit des temps. On a continué avec l'étymologie du mot travail. Le mot latin, du bas latin du mot travail, c'est tripalium. Vous savez ce que c'est le tripalium? C'est très simple. C'est un instrument à 3 pieux, de contrainte, voire de torture, qui laisse entendre le travail comme étant effectué de force,
au sens de faire souffrir, à l'instar de l'activité de l'esclave. On n'a pas tellement envie de travailler quand on a un mot qui est issu d'un instrument de torture. Sénèque disait que Sénèque était très riche, il vivait très bien, il philosophait beaucoup, et il disait que si un jour, par malheur, il devait travailler, ce n'était pas grave, il se suiciderait. Donc, on est avec cet ADN lié au travail. Et puis, bon an, mal an, on a quand même travaillé, il fallait bien se nourrir, et un des personnages principaux pour la difficulté à être heureux dans le travail, pour moi, il s'appelle Frédéric Taylor. Il était consultant en management et efficience. Il a inventé l'organisation scientifique du travail, et son principe fondateur, c'était de diviser le travail de manière verticale d'abord, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait des gens qui pensaient au travail, qui l'organisaient, et de l'autre côté, il y avait ceux qui l'exécutaient. C'est-à-dire que les exécutants étaient forcément empêchés de penser à leur travail. C'était très important, parce que si on laissait l'ouvrier ou l'employé définir lui-même sa manière de travailler, pour Taylor, c'était de la flânerie. L'ouvrier en profitait pour flâner. Donc on a mis des gens qui avaient des chronomètres, des ergonomes, et qui travaillaient pour le bonheur de ceux qui devaient être sous leurs ordres. Et puis, il a fait aussi une division horizontale du travail, c'est-à-dire qu'il a voulu éviter les doublons, les ambiguïtés, donc on a fait des cases. Les organigrammes qu'on a connus et qu'on continue de connaître parfois viennent de cette époque. Fayol aussi a bien aidé pour les organigrammes. En fait, il convient de reconnaître que grâce à Taylor, on a produit beaucoup plus facilement, beaucoup mieux, donc des gains de productivité énormes, des salaires améliorés, et les industriels ont pu inonder un grand nombre de clients de produits manufacturés. Donc, il nous a créé, en définitive, la société de consommation. Un dernier responsable, ou un avant-dernier, oui. Il y a un responsable aussi que j'aime citer de temps en temps, c'est Karl Marx. Karl Marx, lui, et je dois reconnaître que tous ces personnages comme Taylor, Marx et Fayol sont des gens qui étaient des génies à leur époque parce qu'ils ont su interpréter des tendances de leur époque et ils en ont fait des constats. Le problème de ces gens-là, c'est que leurs émules en ont fait des religions, en ont fait des credos intouchables. C'est ça qui est embêtant. Marx, lui, à l'époque où il a écrit Le Capital et le reste, il y avait les Anglais qui utilisaient de la main-d'œuvre issue des campagnes d'une manière assez sauvage, et c'est vrai qu'ils pouvaient avoir l'idée de lutte des classes. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que cette notion de lutte des classes a encore à être mise en avant par rapport à nos problèmes d'entreprise? Je ne le crois pas. Fayol, lui aussi, a été un élément perturbateur dans le bonheur au travail, c'est que en 1916, il a inventé ce qu'il a appelé le management moderne, avec donc la reprise de ce que disait Taylor du cloisonnement et des processus, avec bien sûr le sacro-saint contrôle. Donc voilà de quoi on doit se débarrasser pour pouvoir accéder au bonheur au travail. C'est-à-dire que il faut être capable de se dire que les êtres humains qui viennent travailler, ils ont une intelligence qu'ils peuvent mettre au service de l'entreprise. Ils ont une créativité qu'ils peuvent mettre au service de l'entreprise. Aujourd'hui, ils vivent, après avoir passé quelques années à l'école, dans des grandes universités, dans des écoles d'ingénieurs, ils ont une certaine culture, une certaine intelligence, et la plupart du temps, dans les entreprises, on leur demande d'ignorer tout ça pour exécuter les ordres, les pensées, les desiderata de supérieurs hiérarchiques. C'est l'abnégation de l'être humain dans son entier. Un être humain qui travaille, il a besoin d'être considéré, il a besoin d'être remercié, il a besoin d'être félicité, il a besoin de pouvoir se réaliser, il a besoin de sentir qu'on a besoin de lui, qu'on lui fait confiance. Ah, le mot confiance.
on a perdu la confiance entre les gens. La plupart du temps, dans les entreprises, on commence par se méfier. Mais dès le recrutement, on essaye de savoir, en interviewant l'entreprise qui a utilisé la personne auparavant, quels étaient ses défauts, quelles étaient ses ambivalences, ses manquements. Ce qui est totalement idiot, parce que je peux avoir eu dans mon entreprise précédente des problèmes qui m'ont amené à être comme ça, plus ou moins positif, que je n'aurais peut-être pas dans cette nouvelle entreprise et je serais totalement différent. Le problème, c'est qu'on veut vérifier, on veut savoir. Alors, moi j'ai vécu une expérience il y a pas mal d'années en arrière, c'était dans les années 80. J'avais comme premier client, c'était en 83, la compagnie Eaton à Monaco, et on avait mis en place des cercles de qualité. Les cercles de qualité, à l'époque, c'était un moyen de détailorisation de nos entreprises. C'est-à-dire que les cercles de qualité étaient nés au Japon. Deux ingénieurs américains, Deming et Juran, étaient venus au Japon pour amener les entreprises à se sortir du marasme de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ne voulaient surtout pas que les Japonais tombent sous influence soviétique, et ils avaient décidé de remettre à niveau l'industrie japonaise. Et ces deux Américains, Deming et Juran, sont venus expliquer la qualité aux Japonais. Et ils l'ont expliqué en utilisant ce qu'on appelle le lean management, c'est-à-dire supprimer des lignes hiérarchiques, supprimer des échelons hiérarchiques. Et ils sont arrivés même jusqu'à la conclusion de donner la parole aux salariés, aux ouvriers, aux employés qui sont face aux problèmes. Et on faisait comme ça des réunions de travail. C'était assez encadré. Il y avait 1 heure par semaine de réunion où les gens faisaient la liste des problèmes qu'ils rencontraient, en choisissaient un et le résolvaient. Quand celui-ci était résolu, il proposait la solution au patron qu'il acceptait, ou s'il la refusait, il expliquait pourquoi. Et on a eu comme ça, chez Eaton, un enthousiasme extraordinaire. On avait des braves gens qui travaillaient sur des chaînes de montage qui, tout d'un coup, avaient un sens à leur travail. Moi, je me souviens très bien que chez Eaton, on faisait des pressostats, c'est-à-dire des engins qui mesurent la pression, et ils avaient 2 ressorts différents, qui étaient identiques, mais qui avaient un tarage différent. Et ils étaient colorés tous les deux. Et le problème, c'est que la coloration de ces ressorts coûtait très cher. Et il ne fallait pas les jeter, il ne fallait pas les gaspiller. Et de temps en temps, sur la chaîne, il y en avait qui tombaient par terre. Et on s'était amusé à compter les ressorts qui étaient tombés par terre. Les gens considéraient que c'était une forme de contrôle et de méfiance vis-à-vis d'eux qui était terrible. Ce que les personnes ont trouvé comme solution, c'était d'arrêter de compter ces ressorts qui étaient tombés par terre, de les trier le lendemain, mais surtout, pour faire des économies, il fallait colorer qu'un des 2 ressorts. Parce que si on colore un ressort, l'autre est forcément d'une couleur différente. On coupait le prix en 2. Et les ouvriers étaient heureux d'avoir trouvé ça, contrairement à des ingénieurs des méthodes qui avaient inventé de colorer les 2 ressorts. Et donc, il y avait du sens, il y avait de la créativité. Et c'est là où j'ai compris qu'un être humain, quand il vient travailler, il a 2 salaires. Il a un premier salaire, c'est la rémunération qu'on consent à lui donner à la fin du mois. Et il a un deuxième salaire, c'est l'épanouissement qu'il peut trouver dans le travail. Les relations positives qu'il va avoir avec ses collègues, les relations positives qu'il va avoir avec sa hiérarchie. C'est la reconnaissance qu'on lui porte. Et ce que j'ai constaté au fil des années de mes errances en tant que consultant dans différentes entreprises, c'est que plus la personne a un salaire médiocre en termes de reconnaissance, en termes de réalisation de soi dans son travail, plus il a besoin d'un salaire monétaire conséquent, parce qu'il se loue, parce qu'il laisse sa vie de côté pour l'entreprise, et ça doit être payé. Et quand vous avez des problèmes de revendication salariale très forts, c'est souvent un moyen de vous dire que vous avez des problèmes de management dans votre entreprise qui sont très forts. Mais on peut parler de salaire, on ne peut pas parler de l'attitude des cadres dans l'entreprise.
Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur ces problèmes-là, je vais essayer de vous parler de ce qui marche. Et donc, je disais tout à l'heure, Isaac Getz décrit l'entreprise libérée comme une entreprise où la majorité des salariés peuvent décider toutes actions qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant les meilleures pour l'entreprise, sans qu'elles soient nécessairement imposées par les décideurs ou une quelconque procédure, c'est-à-dire qu'ils ont un sentiment d'autonomie. L'objectif est de rendre aux salariés la responsabilité du résultat de leur travail en leur donnant la capacité de s'organiser librement. Dans ces entreprises, cette forme d'organisation promeut l'intelligence collective, qui est la source d'innovation et de performance, que ne viendra plus entraver la hiérarchie et les processus de contrôle. Dans l'entreprise libérée, le salarié responsabilisé retrouve le sens et la motivation pour son travail. Gérant son activité et régulant lui-même ses dysfonctionnements, il serait moins soumis au stress. Et ces entreprises laissent tomber les bureaux cloisonnés. J'ai fait l'interview d'un monsieur Brunet qui est directeur général des sociétés industrielles de Genève. C'est une société qui distribue l'eau et l'électricité à Genève. Et il me disait que, vu les smartphones, ce que j'utilise en ce moment pour vous parler, comme aide-mémoire, vu les ordinateurs portables, il n'était plus nécessaire de cloisonner les gens dans un bureau. Parce qu'avant, on avait des grosses tours informatiques où il fallait... Non, mais là, maintenant, il faut des bureaux mobiles. Ils ont des open space, même pas vraiment des open space, c'est plus du cocooning qu'ils font, des petits bureaux où les gens peuvent se réunir, travailler ensemble. Parce qu'il me dit, chez vous, quand vous avez envie de lire au lit, vous allez dans votre chambre à coucher. Quand vous avez envie de regarder la télé, vous allez dans votre salon. Quand vous avez envie de faire une discussion avec votre épouse en l'aidant à faire la cuisine, vous restez dans la cuisine. Vous n'êtes pas rivé sur un poste de travail. Ils ouvrent les espaces. Il n'y a plus de bureaux fermés, cloisonnés. Vous savez, ces bureaux qu'on rencontre encore trop souvent avec... l'architecture qui vous signale, suivant l'étage où vous êtes, si vous êtes à la direction générale, à la présidence ou dans un service de middle management. Ces bureaux fermés avec le nom écrit dessus pour préserver l'intimité. Donc voilà, on a dans cette société créé cela, des gens qui vont se balader de bureau à bureau, suivant leur... Et puis surtout, on a été plus loin. On a dit aux gens, mais si vous avez envie, pourquoi vous ne pourrez pas travailler de chez vous? Et certains ont voulu travailler de chez eux. Alors on n'est plus dans la mesure du temps qui passe au travail, on est dans la mesure de leur efficacité. Et ce monsieur Brunet me disait que récemment, il avait rencontré un de ses salariés qui lui dit « Tiens, hier après-midi, je suis allé au cinéma. » Il aurait dû travailler dans une entreprise normale. Il avait été au cinéma et il le dit à son directeur général. Je lui pose la question, mais ça ne vous a pas surpris? Ça ne surprend pas des cadres? Il me dit oui. Cette nouvelle organisation avec le télétravail, ça nous a permis de sélectionner, ou de constater plutôt, les mauvais cadres. Les mauvais cadres, ce sont ceux qui ont besoin d'avoir leur personnel à leurs bottes pour vérifier s'ils n'arrivent pas 5 minutes en retard, s'ils ne partent pas 5 minutes à l'avance. Et à quoi ça sert ça? Si l'efficacité n'est pas au rendez-vous derrière. Aujourd'hui, les gens ont besoin de liberté et le télétravail est une bonne approche de la liberté des gens. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que mon voisin, Stéphane Valéry, va vous en parler mieux que moi et je vais lui laisser la parole avant de le présenter. Un jour, John Lennon a dit « Lorsque je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Pour Stéphane Valéry, un jour, son père, il avait 7 ans, lui demande de venir dîner, et il dit « Mais papa, je ne peux pas. Regarde, il y a le général de Gaulle qui parle à la télé. Et alors, c'est l'heure de manger. » « Ah non, mais attends, j'écoute ce qu'il a dit parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique. » Et je pense qu'à 7 ans, il voulait devenir président de la République. Malheureusement, il était monégasque. Donc ça n'a pas pu se faire, mais il a beaucoup œuvré dans des associations
Il a beaucoup œuvré en politique et aujourd'hui il est membre du gouvernement dans des fonctions qui sont fort importantes pour le bon travail puisqu'il s'occupe des affaires sociales et de la santé publique à Monaco, de la Principauté de Monaco. Avant cela, il a quand même eu une entreprise qu'il a montée après avoir été attaché de direction au service des ventes de la Société des Mains de Mer, attaché de direction au service de la publicité et de la promotion de la Société des Mains de Mer. Et puis, il a créé le groupe Promocom, qui s'occupait d'expositions professionnelles, d'installations générales, d'événements, de conseils en communication, de gérer publicitaire. Et je pense qu'avec Maurice Cohen, ils ont un passé commun assez important. En 2010, il est rentré comme conseiller de gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, aux affaires sociales. Je vous laisse la parole. Merci Jean, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je pense que le télétravail est incontestablement un élément qui peut contribuer à notre thème d'aujourd'hui, donc au bonheur au travail. Pas seulement pour les salariés d'ailleurs, parce que c'est vrai que ils sont la grande majorité des membres de l'entreprise, mais moi je pense aussi aux employeurs. Donc le télétravail, et notamment en principauté, un moyen moderne de travailler qui correspond le mieux, à mon avis, au défi qu'on a à affronter à Monaco, qui est le manque d'espace, qui est l'exiguïté du territoire. Donc, combien de chefs d'entreprise nous disent régulièrement « nous aimerions nous développer, mais nous ne trouvons pas de local qui corresponde à nos besoins », ou nous en trouvons parfois, mais à des prix qui ne sont pas raisonnables par rapport à la rentabilité de notre activité. Donc je pense que déjà le télétravail en principauté, effectivement, que nous espérons mettre en place dès l'année prochaine, mais je vais vous en parler dans le détail dans un instant, c'est un élément qui va rendre les employeurs particulièrement heureux, puisqu'ils vont pouvoir développer du chiffre d'affaires, engager des salariés, sans avoir à faire face à davantage de location de mètres carrés et donc de frais de location. Donc un souci de moins et un gain évident pour le développement des entreprises. Mais je plaisante parce qu'évidemment, la grande majorité des acteurs de l'entreprise, ce sont les salariés, ce n'est pas l'employeur ou le chef d'entreprise. Donc c'est bien sûr aussi, et au moins autant et surtout aux salariés que nous pensons en mettant en place bientôt en principauté donc le télétravail. C'est assez évident, sauf pour certains, une minorité de dogmatiques qui prétendent que le télétravail c'est l'horreur absolue. Mais parce qu'il se réfère sans doute, comme le disait Jean, à des modèles qui sont devenus des religions mais qui ne sont plus adaptés à la société et aux entreprises d'aujourd'hui. Au contraire, toutes les études démontrent en Europe que l'immense majorité des salariés aimeraient avoir le choix et aimeraient, si elles le pouvaient, donc pouvoir en tout cas faire du télétravail. Donc pourquoi nous allons leur donner la possibilité donc, de passer du temps et de gagner du temps pour leur vie personnelle, pour leur vie familiale, pour leurs loisirs, pour leur passion. Nous allons leur supprimer le stress des transports et je crois malheureusement effectivement que dans la région autour de la Principauté, c'est un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés. Comment faire venir tous les jours, aujourd'hui à peu près 40 000 personnes de l'extérieur, puisque sur les 50 000 salariés, il n'y en a plus environ que 7 500 qui habitent la Principauté. Donc plus de 40 000 personnes doivent se transporter jusqu'à leur lieu de travail tous les jours. Moins de stress donc sûrement dans les transports. Pour les transports en commun, inutile de développer les grèves, les retards. Hélas, les salariés les connaissent trop. Pour ceux qui viennent en voiture individuelle, combien de temps perdu et d'énervement et de stress dans des embouteillages. Donc tout ceci, nous allons l'éliminer d'une partie de la vie quotidienne des salariés des entreprises. Par ailleurs, mais ce n'est pas le thème de la table ronde, mais par ailleurs c'est excellent aussi pour l'environnement, puisqu'on devrait quand même fluidifier le trafic automobile et donc limiter aussi la pollution qui est liée à ces transports, notamment par les voitures. Donc c'est une idée, le télétravail, qui n'est pas nouvelle, qui existe en Europe depuis déjà de nombreuses années. Selon les pays, on est entre 15 et 20% de télétravailleurs. Mais nous, ce n'était pas possible à Monaco, pour une raison très simple, c'est que le droit européen, les règles européennes, disent que le télétravailleur doit être affilié au régime de sécurité sociale et de retraite du pays où il habite.
Or, on comprend bien que pour un entrepreneur de la principauté, recruter des salariés avec des contrats français aux charges patronales françaises, ça n'a aucun intérêt pour nos entreprises. Donc tout le défi, c'était d'arriver à négocier un accord avec la France, avec le gouvernement français, pour qu'on déroge aux règles européennes, et d'ailleurs aussi à la Convention franco-monégasque de sécurité sociale qui dit la même chose, donc le travailleur doit être affilié au lieu donc de son domicile, s'il travaille à son domicile. Voilà, donc moi j'ai repris un vœu du Conseil économique et social qui remontait à 2007, qui avait été très largement approuvé. Je le rappelle parce qu'aujourd'hui, certains dirigeants syndicaux s'élèvent contre cette idée de télétravail. Je le répète, à mon avis, beaucoup plus pour des raisons idéologiques que pour des réalités pratiques. Il y a quand même eu 18 voix pour et 8 abstentions, même si au Conseil économique, vous le savez, les délégations sont mixtes, salariés et patrons. Donc il y avait une très grande majorité de ces représentants du monde économique qui a souhaité qu'on développe le télétravail à Monaco. Je suis rentré au gouvernement, moi j'étais avant le président du Conseil national, le prince souverain m'a demandé de rentrer au gouvernement en janvier 2010, donc dans les fonctions que j'occupe toujours aujourd'hui, et je me suis emparé, donc dès que je suis arrivé, de ce projet parce que j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup pour le développement économique de Monaco, j'y crois beaucoup pour la qualité au travail et donc le bonheur au travail, pour reprendre le thème de ce matin. J'ai donc préparé un avant-projet de loi que nous avons soumis au Conseil économique, puisque c'était son idée. Et j'aime à rappeler aussi que en 2010, le Conseil économique, qui est représentatif des forces vives du pays, a très largement approuvé cet avant-projet de loi par un vote très majoritaire. Donc. Ça m'a permis donc d'entamer moi les négociations avec la partie française, puisque comme je vous le disais, il fallait convaincre la partie française de déroger aux règles de notre convention mixte de sécurité sociale et aux règles européennes. Vous vous doutez que quand vous abordez le sujet de cette manière, c'était quand même un sacré défi et que beaucoup de gens autour de moi me disaient que c'était même pas la peine d'essayer, d'ailleurs sinon bien évidemment on y serait déjà arrivé. Donc ça me rappelle aussi un autre principe très important, c'est qu'il ne faut jamais les seules batailles qu'on a perdues d'avance sont celles qu'on refuse de mener, et que, je ne sais plus qui disait, je ne savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. Bon, c'est vrai que les premières discussions vous en doutez, avec le ministère du Travail et de la Santé française ont été un peu difficiles. Mais nous avons mis en avant donc l'intérêt pour la France, soyons modestes, pour les Alpes-Maritimes, de créer des milliers d'emplois. Par rapport à un moment où le chômage est une des priorités des autorités françaises, c'était un argument très important dont je me suis servi. On a pu aussi, je vous passe 3 années de négociations, donc avec de multiples réunions et interlocuteurs. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la venue du président de la République, François Hollande, à Monaco, qui est venu en visite officielle, donc rencontrer le prince souverain. Et je me suis servi de ce déplacement pour mettre une certaine pression sur mes interlocuteurs du ministère français des Affaires sociales. Et puis bien sûr, les élus aussi des Alpes-Maritimes y étaient sensibles et nous ont aidés. Donc, nous sommes arrivés, c'était en mars 2014, à signer donc un accord franco-monégasque qui constitue un avenant à la Convention de sécurité sociale bilatérale. Cet accord, vous vous en doutez, il a imposé des concessions réciproques. Donc nous, d'abord les Français ont fait ce grand pas d'accepter que les futurs télétravailleurs des entreprises de Monaco habitant la France seront donc affiliés au régime monégasque de sécurité sociale et de retraite. Donc, pour être très clair, les employeurs auront les mêmes charges patronales pour ces salariés-là que pour les autres salariés qui ont des contrats de travail normaux à Monaco. Ça, c'est la grande concession française. Nous avons dû bien sûr aussi entendre nos interlocuteurs français, et donc nous avons accepté que pour les télétravailleurs qui auront passé plus de 15 années dans le télétravail en principauté de Monaco, nous prenions à notre charge la moitié des frais de maladie quand ils seront à la retraite, puisque l'accord sinon dit que les travailleurs donc à la retraite
sont pris en charge pour la maladie par le pays où ils habitent. Donc, celle-là, c'est une concession monégasque. Nous prendrons en charge donc 50% des frais de maladie pour ces télétravailleurs. Et puis, pour revenir à l'essentiel qui nous concerne à Monaco et qui va concerner les employeurs et les salariés, nous sommes tombés à un accord donc d'un tiers de temps minimum passé dans l'entreprise monégasque. Donc, il faudra mais ça nous convient très bien, car nous ne voulons pas à Monaco de boîte aux lettres ou de sociétés fictives. Et notre accord, nous l'avons fait, nous, avant tout, pour nos entreprises, celles qui sont déjà sur notre sol, celles qui veulent se développer, développer leur activité, et qui n'en ont pas aujourd'hui la possibilité, compte tenu des loyers et des mètres carrés trop rares. Donc, il faudra que le télétravailleur passe un tiers minimum de son temps dans l'entreprise. Après, les 2 tiers seront négociables, bien sûr, entre le télétravailleur et l'employeur. Donc, pour aller vite et terminer cette introduction sur le télétravail à Monaco, je voudrais vous donner quelques échéances. Parce qu'on me demande souvent, mais alors concrètement, quand est-ce que nous pourrons avoir dans nos entreprises le télétravail? Eh bien, nous avons donc les choses ont évolué depuis 2014, puisque en février 2015, le Conseil des ministres de la République française a approuvé donc ce traité, puisqu'il faut passer par un traité international, un avenant à la Convention bilatérale de sécurité sociale. Ils ont déposé, donc le gouvernement français a déposé le projet de loi de ratification. Il faut que ça passe par un vote du Parlement français. C'était donc fin février 2015. L'Assemblée nationale vient de désigner un rapporteur donc, pour voter ce projet de loi. Il s'agit, et c'est une chance pour nous, du député maire de Menton, Jean-Claude Guibal, qui est par ailleurs le président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale et qui est un ami personnel de très longue date. Donc Jean-Claude Guibal va faire le maximum pour faire voter par l'Assemblée la ratification, je dirais au début 2016. Après, ça part au Sénat. Oui, la République française a 2 assemblées. Donc, mais là aussi, nous avons un groupe d'amitié très actif avec le sénateur Christophe-André Frassa. Donc, nous pouvons raisonnablement penser, j'ai d'ailleurs eu une réunion avec les autorités françaises il y a une semaine, que l'accord sera ratifié avant l'été. Voilà. Mais de notre côté, nous avons aussi un projet de loi monégasque, parce que nous avons voulu, avec Madame Palanca, donc le directeur du travail, encadrer le télétravail en principauté pour que justement les droits, les devoirs de chacun, employeur et salarié, soient bien clairement définis. Donc cela va donner lieu à un nouveau contrat de travail qui sera basé sur l'accord des 2 parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura 2 types de télétravailleurs. On aura des gens qui vont être embauchés comme télétravailleurs, qui ne peuvent pas encore avoir un emploi car il n'y a pas d'espace pour eux dans les entreprises actuellement. Et puis on a des salariés actuels qui vont souhaiter, avec leur employeur, transformer leur contrat de salarié non télétravailleur en télétravailleur. Donc nous voulons que cette transformation ne soit possible que par l'accord des 2 parties. Il n'est pas question d'imposer, par exemple, à un salarié le télétravail, ou même à un employeur dans certains métiers qui ne souhaiterait pas voir développer le télétravail dans son entreprise. Donc, accord des 2 parties et ensuite droits et devoirs clairement définis, car certains syndicalistes ont raison de poser des questions, non pas de s'opposer par principe au télétravail, ce qui est une absurdité. Je veux dire, on peut souhaiter bien sûr que les modalités du télétravail soient différentes, soient encadrées autrement que dans un projet. Mais on ne peut pas aujourd'hui, de manière objective et intelligente, s'opposer à une évolution qui est une évidence. C'est comme si on s'était opposé au moteur à essence quand les entreprises transportaient encore les marchandises par les chevaux. Je veux dire, le télétravail, c'est une donnée de notre temps et du futur qui est incontournable. Par contre, nous sommes ouverts et nous avons reçu bien évidemment tous les acteurs sociaux et économiques avec Madame Palanca et mes équipes, nous sommes ouverts à discuter des modalités. Ça oui. Donc ce projet de loi monégasque, nous l'avons déposé, c'était en octobre 2014 au Conseil national de Monaco, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Il est étudié par la Commission des intérêts sociaux, et donc je suis à peu près certain, avec M. Poirier, le président de cette commission, que nous pourrons faire voter le texte au Parlement de Monaco également avant l'été. Donc je suis tout à fait optimiste, moi, pour penser qu'effectivement, l'été 2016,
c'est le moment où nous allons pouvoir introduire un peu de bonheur pour les employeurs et pour les salariés en leur permettant de choisir librement, s'ils le souhaitent, de télétravailler, donc jusqu'à 2/3 éventuellement de leur temps de travail. Et pour terminer, moi je voudrais en appeler justement, je dirais au sens des responsabilités des salariés. Je crois que les salariés ne sont pas des enfants. On ne peut pas décider à leur place, comme certains syndicalistes le voudraient, ce qui est mieux pour eux. Je crois qu'il faut tout simplement leur exposer ce que ce nouveau contrat de travail va pouvoir permettre, en droit, en obligation, car c'est vrai que ce n'est pas sans poser des problèmes d'application pour les entrepreneurs. Je crois d'ailleurs qu'il y a un bon business, Maurice, à développer dans les prochaines années, c'est le conseil en télétravail à ceux qui vont vouloir mettre en place le télétravail dans leurs entreprises. Parce que quand je vois les questions qu'on reçoit déjà, alors que la loi n'est pas là, je pense qu'il y a là il y a un savoir-faire, il y a une plus-value à apporter aux chefs d'entreprise qui n'ont pas l'expérience du télétravail par des gens qui, eux, auraient déjà réussi des expériences de télétravail. C'est un nouveau défi, mais un beau défi à relever pour nos entrepreneurs. Donc, je disais, moi, je fais confiance à la maturité des salariés. Une fois bien informés, avec un projet de loi qui les protégera, eh bien, ils choisiront librement. Je répète, pour moi, on doit respecter le salarié comme un être responsable, comme un adulte capable de savoir ce qui est mieux pour lui. Et je crois que voilà, tous les grands donneurs de leçons et ceux qui prétendent mieux savoir que les gens concernés ce qui est le bonheur pour eux, eh bien, ils ont tort. Et partout où ils ont eu le pouvoir et partout où ils ont appliqué leurs idées, malheureusement, on sait où ça a mené. Donc moi, je fais confiance aux entrepreneurs et aux salariés de Monaco et je dis très clairement qu'il n'y a aucune raison, même on sera à mon avis au-dessus de la moyenne européenne dans les prochaines années, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas 20% au moins de nos salariés qui ne choisissent pas le télétravail. Donc vous voyez, ce que nous avons devant nous, c'est peut-être 10 000 ou 15 000 à long terme emplois. Certains seront créés, d'autres seront transformés. Et nous avons un projet de loi dont Mme Palanca va vous donner quelques grands aspects sur les grandes lignes pour protéger justement les droits des uns et des autres. Oui. Permettez-moi de vous présenter Mme Palanca. Oui, merci. Donc Mme Palanca, après des études de droit, est devenue inspecteur du travail en Principauté de Monaco en 1988. En 2007, elle a été nommée inspecteur principal du travail et a assumé à ce titre la direction de ce service et la gestion de son équipe. Tout en continuant à assumer ses fonctions, elle a pris la direction de l'Office de la médecine du travail en mars 2011. Au mois de juillet 2015, elle a remplacé M. Éric Bessy au poste de directeur du travail et assure avec Mme Sophie Vincent, qui est directeur adjoint du travail, la direction du service de l'emploi et de l'inspection du travail. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ces propos de M. Stéphane Valéry, c'est qu'en effet, un salarié qui travaille à Monaco et qui vient de Saint-Janet, de Nice, de Menton même, a un temps de transport qui n'est pas compté dans son temps de travail, qui est énorme. Il va avoir un bénéfice. Nous avons tous des biorhythmes. Il y en a qui travaillent mieux le matin, d'autres qui travaillent mieux le soir, d'autres qui préfèrent travailler la nuit parce qu'ils sont insomniaques. Ça permet aux gens de travailler comme ils veulent. C'est ça aussi la liberté du télétravail. Madame Palanca, c'est à vous. Merci. Bonjour. Donc le projet de loi qui a été déposé au Conseil national, il se veut équilibré entre, d'une part, la souplesse du dispositif et puis la sécurité pour garantir la protection de l'emploi, les rémunérations et les droits sociaux. Si on définit par article, il contient 14 articles, le projet de loi. Le premier définit les activités concernées, comme l'a dit Monsieur le conseiller. Le télétravail ne peut concerner que des salariés qui résideront à Monaco ou dans un pays qui a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit le dispositif. Donc là, actuellement, c'est que la France. L'article 1 donne aussi la définition du télétravail. C'est une forme d'organisation et de réalisation du travail qui utilise les technologies de l'information. Il s'exécute dans le cadre d'un contrat de travail. À Monaco, c'est la loi 729. Et c'est un travail qui aurait pu être réalisé dans l'entreprise, mais qui va être réalisé en dehors de ces locaux. Cet article définit aussi donc le volume d'heures maximum pouvant être réalisé. C'est ce qu'a dit Monsieur le conseiller. C'est donc ce volume d'heures est calculé à la semaine et il ne peut représenter plus de 2/3 du temps de travail.
soit pour un temps plein de 39 heures, le plafond est à 26 heures, soit légèrement plus de 3 jours. Jusqu'à 3 jours, le salarié pourrait être à son domicile. Enfin, l'article 1 précise le lieu d'exécution en mentionnant que l'employeur ne peut faire exécuter le télétravail dans un local décentralisé. En fait, ça signifie que le télétravail pourrait être exécuté au domicile du salarié ou dans un télécentre. Les télécentres, ce sont des espaces dédiés à l'accueil de tout type de télétravailleurs dans des conditions professionnelles et qui sont situés proches des habitations, et souvent ça sera peut-être mis à disposition par les villes. Mais ce n'est pas l'employeur qui peut avoir un local à lui en France, par exemple. Les articles 2 à 6 précisent les modalités de mise en œuvre du télétravail, en précisant, comme ça a été dit, que soit ça fait partie des conditions d'embauche, soit c'est mis par la suite en place, mais là c'est sur la base du volontariat. Il est prévu une formalisation des conditions d'exécution du contrat de travail spécifique à cette pratique dans un écrit ou un avenant qui précisera pour chaque télétravailleur les modalités du télétravail. Le permis de travail devra faire état du télétravail, et si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, il y a une possibilité de revenir de par l'employeur et le salarié dans les 6 mois à un travail classique. C'est le principe de réversibilité. Enfin, les délégués du personnel devront être informés des modalités pratiques qui sont envisagées pour la mise en œuvre. Ils devront donner leur accord. Et s'il n'y a pas d'accord, ou s'il n'y a pas de délégué eu égard au volume aux effectifs, c'est le directeur du travail à qui le projet sera soumis, qui se prononcera sur la conformité du dispositif à la loi. Ça ne sera pas un contrôle d'opportunité, mais vraiment un contrôle de légalité. Les articles 7 à 8 rappellent un principe de non-discrimination entre un salarié classique et un télétravailleur. Les télétravailleurs auront les mêmes droits collectifs, les mêmes possibilités de carrière, les mêmes accès à l'information et à la formation que les autres salariés. Les nombres d'heures, de jours travaillés, la charge de travail, les normes de productivité, les délais d'exécution devront être comparables entre un salarié classique et un télétravailleur. Enfin, c'est la technologie utilisée pour effectuer le télétravail qui devra permettre un décompte des journées de travail et des plages horaires d'activité. L'article 9 précise les obligations qui pèsent sur l'employeur et qui se rajoutent aux obligations de droit commun dont l'employeur est tenu à l'égard de tous ses salariés. Il précise donc que les coûts engendrés par le télétravail sont pris en charge par l'employeur. De même, il est prévu un entretien annuel sur les conditions d'activité et la charge de travail. Enfin, l'employeur se doit de respecter la vie privée du salarié et de fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il va pouvoir le contacter. Le projet de loi prévoit que ces dispositions sont d'ordre public, donc on ne pourra pas y déroger par accord particulier. C'est en gros les mesures phares et le cadre du dispositif. Il est prévu un arrêté ministériel qui définira les éléments à mentionner dans l'avenant ou dans le contrat de travail, avec le lieu d'exercice, la loi applicable, les modalités d'exécution, les coûts. Enfin, juste si on fait un retour d'expérience sur la France, et pour revenir un peu au bonheur au travail sur la thématique, il y a une étude qui a été réalisée par Green Working et qui a été remise en mai 2012 au ministère français en charge de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, qui a donné quelques chiffres. En France, en 2012, donc ce chiffre a augmenté, 12%, c'est la proportion de salariés français qui télétravaillent au moins 8 heures par mois. 32 €, c'est l'indemnité moyenne versée aux salariés pour compenser les frais induits par le télétravail à son domicile. Pour les employeurs, c'est 1 370 €, c'est le coût moyen par télétravailleur pour la mise en place du télétravail, avec le pilotage du projet, les formations, les équipements informatiques. Le 22% de gains en plus pour la productivité en télétravail, parce qu'il y a une réduction de l'absentéisme et une meilleure efficacité et des gains de temps. On évalue à 37 minutes le temps moyen gagné au profit de la vie familiale par jour de télétravail et 45 minutes le temps moyen de sommeil supplémentaire par jour de télétravail. Enfin, dans cette étude, 96%, c'est le taux de satisfaction lié au télétravail de toutes les parties prenantes, télétravailleurs, managers
employeur. Merci pour ces chiffres qui nous donnent envie de voir l'expérience du télétravail débuter encore plus vite à Monaco. Maintenant, par rapport à cette intervention, nous allons vous proposer des exemples d'entreprises du vécu. Et pour cela, j'ai à mes côtés M. Jean-Guy Delcroix, haut fonctionnaire français, diplômé de l'Institut de haute finance, qui est responsable depuis 2000 de la Poste de Monaco et agent responsable de la Banque postale en Principauté de Monaco. Il est aussi conseiller consulaire élu représentant les Français de Monaco. Il a rejoint le ministère de la Coopération en qualité de chargé de mission au département économique et financier pour intégrer la direction de la stratégie et de la planification de la Poste dans sa carrière. Avant sa nomination à la tête de la Poste de Monaco, il a assumé la direction du département contrôle de gestion de la direction du réseau grand public de la Poste, en charge de la gestion des 17 000 bureaux de poste. En plus de ses fonctions actuelles, il est membre des conseils d'administration de la société anonyme d'HLM Toit et Joie, du groupe Poste Habitat et de sa filiale Poste Habitat Provence. À ce titre, il a aussi été désigné membre du comité d'éthique du groupement d'organismes HLM Habitat Réunis, 25 ESH en coopérative HLM, gérant 115 000 logements sociaux en France. Il est également membre du conseil de surveillance des FCPE, épargne salariale du groupe La Poste, en tant que représentant des salariés. Il est co-auteur d'un livre, Le management stratégique, d'abord humain, aux éditions L'Harmattan, en 2013, et d'un ouvrage collectif, Sécurité alternative, édition encore L'Harmattan, en 2014. Les fonctions exercées en 41 ans de carrière professionnelle dans le secteur postal, bancaire et financier, ainsi que celles exercées dans l'administration, lui ont notamment permis d'acquérir une solide expérience dans le pilotage et le management d'entités importantes, ainsi qu'une expérience significative dans le domaine social et la gestion des relations humaines. C'est avec plaisir que nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour. Quand M. Maurice Cohen m'a demandé d'intervenir sur le bonheur au travail, j'en ai parlé à mon équipe de proches collaborateurs, mon équipe rapprochée. Et j'ai un de mes anciens, comme j'ai travaillé 3 ans au ministère de la Coopération, les anciens jouent un rôle important quand on est en Afrique et dans des réunions. Et un ancien qui s'appelle François, il est dans la salle, il se reconnaîtra, quand je lui dis j'interviens sur le bonheur au travail. Il a 42 ans d'expérience professionnelle et toute sa carrière en Principauté de Monaco. Il m'a dit ça ne va pas ensemble. Ah. 42 ans de travail, d'expérience professionnelle et à la Poste de Monaco. Je dis tiens, c'est un ancien, je vais essayer, ça m'a troublé un peu. On a un jeune qui est arrivé il y a 2 ans. Quand le lundi, on va le voir, on lui dit comment ça va. Quand on prend les smileys, il tire la tête, il répond comme un lundi. Le vendredi, quand on va le voir, comment ça va, avec le sourire, comme un vendredi. Donc on se dit, ah, là, le week-end, on est heureux, le lundi, on n'est pas heureux. Alors là, pour l'intervention, je me suis plongé un peu dans la philosophie, un peu mon dada en dehors de l'activité professionnelle. Je me suis dit, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Mais on s'aperçoit que c'est une notion purement, uniquement occidentale. En Chine, par exemple, le bonheur n'existe pas. On vit uniquement dans l'instant présent. Les conditions pour espérer arriver au bonheur, c'est lesquelles? C'est des conditions au nombre de 4 qui sont simples. Déjà, se satisfaire de ce que l'on a. Réaliser le chemin parcouru pour y arriver. Relativiser sa réussite. Et réussir à trouver du sens à son travail. Et c'est un point important. Est-ce qu'on a tous, ici présentes, les 4 conditions? Est-ce qu'on se satisfait de ce que l'on a? On a bien réalisé le chemin parcouru, d'où je viens, où je suis, où je vais. La réussite, qu'est-ce que c'est? On peut être un jour en haut de l'affiche et le lendemain, pas en bas de l'affiche, mais sur un autre poste, moins opérationnel. Et surtout, le point important, c'est réussir à trouver du sens à son travail. Et je crois que c'est important. Et quand, dans certains discours, pas ici, on entend, oui, d'un côté, on arrive le matin au travail, les problèmes personnels, on les laisse à la porte, et on laisse sa besace avec ses problèmes personnels à la porte, et le soir, on repart léger et on reprend sa besace. Non, l'homme est un tout. Il est indivisible, et il a ses problèmes personnels, il a ses problèmes professionnels. Et moi, je vois avec mon service RH, quand un collaborateur a un problème de logement, un problème de surendettement,
on essaye de trouver des solutions. Et ce n'est pas forcément notre travail. Ce matin, j'ai reçu des responsables de syndicats monégasques et je leur ai expliqué, l'homme est un tout. Il peut avoir des problèmes au travail, on essaye de trouver des solutions. Il peut avoir des problèmes personnels, l'employeur doit aussi trouver des solutions à ces problèmes personnels parce qu'il sera plus heureux dans le travail. Je reprends la définition de Jean concernant le travail. Il nous a dit tripalium, torture. Je l'avais dans mon intervention. Donc j'ai un peu mon intervention qui a été un peu mangée. Mais moi, j'ai un autre mot que j'aime bien dans le travail. C'est l'accouchement. C'est donner la vie. Quand une femme accouche, on parle de travail. Et c'est donner la vie. Est-ce que le travail, c'est pas en quelque sorte donner la vie à quelqu'un, lui permet d'avoir une vie plus heureuse, de gagner sa vie, de vivre confortablement. Et ça, on l'oublie. On peut être dans une relation doctrinaire, ces salauds de patrons, par rapport aux gentils employés, le patron. Et là, quand je parle, ce matin, je parlais de collaborateurs, mais non, collaborateurs, c'est pas ça, c'est des employés. Non, collaborateurs, on peut être des collègues aussi. On n'est pas toujours dans un rapport de force. Je crois que cette notion-là de travail, donner la vie, est quelque chose d'important. Et c'est vrai, quand on adosse dans la même locution, et quand Maurice Cohen m'a demandé d'intervenir bonheur et travail, ça peut paraître pour la plupart des gens, jeunes ou moins jeunes, et culturellement depuis très longtemps, incongru, antinomique, révolutionnaire. Et si vous prenez la une de Libération suite aux événements dramatiques en France dernièrement, on veut tuer le bonheur, tuer le bonheur. C'était quoi le bonheur? Assister à un match de foot? Prendre un pot avec des copains un vendredi soir, une jeune génération avec des copains, avec des potes, et assister à un concert de hard rock. Et on voit la une, et ça m'a fait réfléchir par rapport à l'intervention, tuer le bonheur. Ils veulent tuer le bonheur. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans la même notion de bonheur en fonction des sociétés, en fonction des civilisations. On s'aperçoit que, à contrario, certaines personnes sont heureuses au travail, sans en être conscientes, et le comprennent au moment de quitter l'entreprise. Par exemple, j'ai un collaborateur qui a passé 37 années de sa vie professionnelle, uniquement dans la critique, la contestation systématique de son entreprise, de sa hiérarchie, de ses décisions. Mais il ne souhaite surtout pas quitter son entreprise, car il avoue finalement qu'il est mieux là qu'ailleurs. Donc on se dit, mais tout est relatif, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Pour un patron, pour un responsable, comment introduire le bonheur au travail? Donc sur le sujet, on a des statistiques qui sont assez édifiantes. La majorité des gens ne s'éclatent pas au travail. 6,3 sur 10 en Europe n'est pas heureux au travail. Donc il faut introduire l'introduction de la notion de bonheur au travail, ce n'est pas de la philanthropie, mais c'est de la gouvernance. Qu'est-ce qu'un responsable, un patron? Le mot patron, pour certains, n'est pas apprécié, parce que ça a une connotation négative. Moi, quand mes collaborateurs parlent entre eux le patron, c'est plutôt, je perçois d'une façon positive, c'est celui qui guide. C'est le responsable qui guide ses employés, qui guide ses collaborateurs, qui guide son entreprise. Avant tout, introduire la notion de bonheur, c'est un argument de performance économique de l'entreprise. En faisant du bien aux gens, on fait du bien à l'entreprise. C'est aussi qu'on obtient plus de productivité, même si pour certains, le mot productivité est banni. Moi, quand on me dit la productivité, c'est quoi la productivité? Pour au niveau de la Poste, la productivité, c'est pas je supprime des emplois pour faire plus de travail, mais je crée de la valeur ajoutée pour créer des emplois. Quand je suis arrivé en 2000, on était 148,5, maintenant nous sommes à 177,7. Si je compare par rapport à la Poste française, qu'est-ce qui s'est passé? On détruit des emplois parce qu'on a une baisse de l'activité courrier et c'est irrémédiable. Et la dernière fois, je suis intervenu en tant qu'expert auprès d'un syndicat devant Emmanuel Macron sur un sujet. Il y avait le président de la Poste française. À la Poste française, ils annoncent 8% de courrier continu tous les ans. Et on essaye d'occuper les facteurs. Donc on est dans de la gestion de la décroissance. Ce que je dis à mes collaborateurs,
c'est qu'on est dans la gestion de la croissance, du développement économique, de créer du chiffre d'affaires. On a des jeunes factrices qui étaient jeunes factrices. On a développé avec le cabinet Volzoc, vous en avez entendu parler, la conciergerie postale de luxe. On a des jeunes collaboratrices, des jeunes factrices que nous avons positionnées là. Elles sont radieuses. Elles sont radieuses. Elles sont heureuses. Heureuses. Elles se satisfont, on les valorise. C'est ce que tu indiquais très justement. On valorise les collaborateurs. Je pense que le plus de productivité, ce n'est pas forcément je réduis l'effectif. Je peux créer de la valeur ajoutée, augmenter l'effectif. Un homme heureux dans son travail le fera beaucoup mieux. On trouvera moins d'alibi pour s'extraire de ce travail. Il existe une forte corrélation entre les émotions positives et la capacité à fonctionner correctement. L'agent se réalise au travail en trouvant une raison valable d'être là plutôt qu'ailleurs. Il va se positionner dans un développement professionnel qui est aussi un développement personnel. Ça rejoint ce que j'indiquais, l'équilibre personnel détermine l'état d'esprit au travail. Je suis fier de ce que je fais et mon entreprise le reconnaît. La fierté d'appartenance. Mais aussi moins de coûts, moins de congés de maladie, moins de turnover, moins d'investissement en formation. Moins de turnover, on forme moins, on peut professionnaliser les personnes. Plus de continuité dans les actions stratégiques et un meilleur service. Nous, on est une société de service, au service du public. Et derrière, on doit avoir une qualité de service irréprochable. Comment on peut avoir une qualité de service irréprochable si nos collaborateurs, nos collègues ne sont pas heureux dans leur travail? Et c'est un point important. Maintenant, un autre point, une autre question à se poser, quelles sont les nouvelles tendances de l'économie qui justifient d'introduire le bonheur au travail? On peut dire que c'est un phénomène de masse, de mode. Quand Maurice Cohen m'a dit, bonheur, on en parle partout, on tape sur Internet, bonheur au travail, il y a des colloques, il y a des séminaires, on peut dire c'est une mode qui va passer comme autre chose. Non, c'est remplacer la quantité par la qualité. C'est un point important. Passer d'une économie de l'argent à une économie de la satisfaction. Exemple, je ne te vends pas une voiture, je te vends du confort, de la sécurité, du bien-être pour la famille, voire même un niveau social. Allier absolument la compétence comportementale et la compétence professionnelle. On dit, c'est un bon pro, il est super bon. Mais sur le comportement, parfois, ça laisse un peu à désirer, pour créer des liens pérennes dans l'entreprise. Il ne suffit plus d'être compétent professionnellement pour s'adapter valablement dans une entreprise, ce qui suppose de créer les conditions de la confiance en soi et en l'entreprise, et un relooking de la gouvernance. Et comment on peut relooker la gouvernance? Il y a 7 clés au niveau de la gouvernance pour moi. C'est le recrutement. On prend le plus grand soin. On recherchera moins des compétences professionnelles, c'est ce que tu indiquais, tout s'apprend, qu'un potentiel et un profil psychologique. Nous sommes à l'époque de la guerre des talents, l'époque où les entreprises n'avaient qu'à... Nous sommes à l'époque de la guerre des talents, l'époque où les entreprises n'avaient qu'à claquer des doigts pour aligner des dizaines de candidats de qualité est révolue. Attirer et identifier les bons éléments est un travail à part entière. Le respect et le faire respecter. Il s'agit d'un premier critère, c'est du bonheur au travail. C'est l'élément qui dissuade le plus les salariés de changer d'entreprise. En effet, 68% d'entre eux en font un élément clé de leur implication. Compte tenu du nombre d'heures passées au travail, les employés accordent aujourd'hui davantage d'importance qu'auparavant aux éléments qui favorisent une bonne ambiance dans l'entreprise. Le troisième élément, c'est l'équité et la justice. Il n'y a pas d'autorité valable sans ces deux paramètres. C'est vrai que quand on dit l'autorité, c'est contesté de partout. Et moi, j'ai une théorie, c'est de dire qu'en France, la suppression du service militaire fait que l'autorité des jeunes n'ont plus forcément le respect de l'autorité. C'est vrai, avant, quand on faisait son service militaire, on faisait une erreur, qu'on avait un adjudant ou un sergent-chef, même si on ne le considère pas très compétent, on se prenait du trou, du gnouf, un jour ou deux, et on comprenait vite qu'on ne contestait pas l'autorité. L'équité et la justice, donc c'est justice par référence à la règle fixée, elle est la même pour tout le monde, sans passe-droit,
équité de traitement entre tous les collaborateurs d'une entreprise, quel que soit le niveau, et où ils se trouvent dans la hiérarchie. On n'a pas de, quand je dis pas de passe-droit pour les congés, pas de clan. Un cadre n'est pas favorisé par rapport à un gradé ou par rapport à un employé. Tout le monde, on doit être juste et équitable pour tout le monde. La considération. En tant que patron, je vois mes collaborateurs, je leur dis bonjour, je prends le café avec eux, je leur dis quand c'est bien, je les place dans une perspective de développement professionnel. Maintenant, dire à un collaborateur, tu as fait une erreur, c'est pas ça. On va t'accompagner pour t'améliorer. On est sur un discours positif. Trop de managers qui sont préoccupés par leurs soucis passent à côté de leurs collaborateurs sans les voir, les frôlent sans leur serrer la main, les croisent dans l'escalier sans lever la tête. L'équilibre entre travail et vie privée, en américain ou en anglais on appelle work-life balance. Donc en français c'est l'équilibre entre travail et vie privée. Pas de mail ni de réunion tardive. Fiabilité des congés validés, souplesse par rapport aux problèmes personnels, aide au logement, aide au travail du conjoint. Quand nous recrutons des collaborateurs qui viennent d'une autre région, la femme travaille, ils viennent tous les deux, on essaye déjà de trouver le logement pour que ça soit pas trop, ça grève pas trop leur budget, et si le conjoint a un travail, d'essayer par relation de trouver un travail dans des structures très proches de leur domicile ou très proches du travail de leur conjoint. Il y a aussi exercer de la vigilance par rapport aux relations entre collègues, de ne pas laisser s'installer les clivages, les émotions négatives. Par exemple, une collègue qui se fait traiter de termes par d'autres parce qu'elle est très bonne commercialement, elle fait de la vente additionnelle, les autres l'ostracisent un peu en disant « Attends, tu es trop bonne, tu nous mets en difficulté parce que nous, on est un peu moins bons ». Donc c'est le rôle aussi de l'encadrement, de la direction, de veiller à ça. Les rumeurs. De ne pas laisser courir les rumeurs. Bref, tout le négatif qui s'installe, on ne communique pas correctement. Et je crois qu'un maître mot, nous avons des spécialistes de la communication sur cette table et sur l'organisateur, c'est que la communication, c'est l'instauration et la préservation des liens. Elle va donner un vecteur aux travailleurs de l'entreprise en leur donnant une vision, un sens, en positionnant sa valeur ajoutée dans la stratégie de l'entreprise, ce qui constitue un des ressorts primordiaux de la motivation. Et en conclusion, introduire le bonheur par la gouvernance ne veut pas dire manque d'autorité ou de fermeté. C'est la main de fer dans le gant de velours. Ou en termes plus conceptuels, c'est l'agilité managériale et ou le management stratégique qui a une vocation d'abord humaine. Faire de l'entreprise un lieu d'accomplissement de soi, c'est quelque chose d'important. Et pour finir, je parlais de philosophie, une phrase du philosophe français Alain, le bonheur est une récompense à ceux qui ne l'ont pas cherché. Qu'en pensez-vous? Merci pour cette intervention. Le dernier intervenant à prendre la parole ce matin devant vous s'appelle M. Henri Lézé. Il est diplômé de l'Institut supérieur de gestion. Il a passé ses 10 premières années de vie professionnelle chez Xerox en qualité de responsable commercial et marketing. Puis, pendant 3 années, a intégré le comité de direction de Mondial Assistance. Après 13 ans de salariat, il décide de passer au statut d'entrepreneur en optant pour une franchise McDonald's qui l'a amené à Monaco avec l'ouverture de Fontvieille en 1992. Impliqué dans la vie monégasque, depuis cette époque, il occupe aujourd'hui différentes fonctions telles que vice-président du Conseil économique et social, vice-président de la Fédération des entreprises monégasques, vice-président de l'Union des commerçants et membre du comité de contrôle de la CAR. Au cours de son parcours professionnel, il a été formé au management de la performance à court terme chez Xerox, ainsi qu'à celui de la performance à moyen terme chez McDonald's, passant également d'une culture gagnant-perdant à une culture gagnant-gagnant. Probablement qu'au-delà de ces cultures opposées qui lui ont été bénéfiques sur le sujet qui nous préoccupe, l'homme de marketing, le formateur ou le référent qualité spécialiste de l'arête de poisson qu'il a été dans les années 80 auront été autant de bases solides à la prise en compte et naturelle du bonheur. À vous. Monsieur le conseiller, mesdames et messieurs, le bonheur dans l'entreprise, c'est un thème difficile à appréhender de manière universelle. À défaut d'en donner une définition basée sur une quelconque philosophie, je retiendrai le sens premier bonheur qui se décompose en bonne heure ou plus facilement compréhensible en heure bonne. Autrement dit, s'il existe une possibilité de travailler en passant de bonnes heures plutôt que de mauvaises, alors probablement que le travail sera bon lui aussi.
Cela semble évident et pourtant. Le savoir-faire opérationnel de McDonald's repose sur la maîtrise d'un défi permanent, qui est de servir des produits de qualité dans un environnement propre, dans un temps idéal de moins de 3 minutes 30, avec le sourire. Dans l'absolu, cette promesse peut sembler banale, voire aisée, sauf que nous l'effectuons dans un environnement où l'essentiel des produits composant la commande se fait quasiment en instantané et où le nombre de clients présents au même moment est important. Le traitement de la commande comportant des possibilités de produits multiples nécessitera la mise en œuvre en coordination de pas moins de 12 postes de travail différents, ce qui accentue nos difficultés. Si la coordination entre ces postes ne fonctionne pas, c'est l'échec assuré qui se traduit par un temps d'attente client plus long, souvent synonyme d'attitude que je qualifierais de grincheuse pour être poli. Ainsi, la gestion de nos équipes dans un esprit de coaching est donc pour nous primordiale auprès de nos 80 collaborateurs, la corrélation étant flagrante entre compétences, état d'esprit de nos équipes et ressenti client. Aussi, nous considérons toujours que nous avons deux types de clients chez McDonald's à satisfaire, le client consommateur, bien évidemment, et le client collaborateur. La satisfaction de nos clients collaborateurs nécessite un travail en profondeur, dont la permanence est omniprésente dans la réalité journalière. Je vous propose de visiter 6 territoires qui sont essentiels pour nous et de les illustrer par nos pratiques. Premier territoire, une vraie culture d'entreprise basée sur un mode gagnant-gagnant à tous les niveaux de l'entreprise. Direction générale, management au premier et second niveau, employés ne sont pas en opposition, mais chacun doit assurer sa position de façon juste dans le respect de l'autre. Il ne s'agit pas d'une pyramide inversée des responsabilités, mais bien d'une amélioration de l'autonomie de chacun. La volonté de transmettre son savoir, d'aider dans la difficulté, d'améliorer sans cesse notre organisation, d'être garant du respect de nos normes d'enseigne ou légales, de comprendre le rôle sociétal qu'a une entreprise, sont d'autant d'aspects que notre management tente à comprendre et maîtriser. L'autoritarisme comme le laxisme ne fonctionnent qu'à très court terme dans notre activité et sont source de détérioration tant du climat social que de nos performances. Le deuxième point qui nous est essentiel, des process de fonctionnement clairement établis. Ils font l'objet même de formation de nos collaborateurs. Ainsi, chaque collaborateur, qu'il soit encadrant ou employé, connaît de façon précise sa mission à chaque instant. La clarté des objectifs et leur feedback est primordial. À titre d'exemple, dans nos formations en management, nos managers sont formés à la détermination d'un objectif, dont on dit dans notre jargon qu'il doit être SMIR. Alors, SMIR, ça veut dire tout simplement spécifique, mesurable, individuel et réaliste. De la même manière, ils sont sensibilisés aux méfaits d'une communication négative et formés à un mode de communication individualisé, positive ou corrective. Également, lors d'un manquement aux règles de vie en groupe, le collaborateur ne sera jamais pris à partie devant ses collègues, mais reçu individuellement pour comprendre les raisons de cette situation afin d'y remédier ensemble. Nous cherchons à être dans le monde du juste et du respect de la personne. Troisième point, une prise en compte de l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Notre métier nécessitant des amplitudes horaires contraignantes, nous essayons d'optimiser la compatibilité des deux. Cela passe par des plannings réalisés sur la base de disponibilité, discutés avec le collaborateur et formalisés dans son contrat de travail, mais également sur la possibilité pour lui de les modifier chaque semaine pour raisons personnelles. Quatrième point qui est de lutter contre la routine. La répétitivité des tâches n'est pas en soi un frein à la performance tant que ne s'installe pas une certaine routine. Avec le mauvais management, la routine est très souvent l'une des causes profondes du mal-être au travail. Pour éviter cette routine, nous pensons que nos collaborateurs doivent être multitâches. Aussi, nous disons de nos employés qu'ils sont polyvalents, car formés à tous les postes du comptoir, de la cuisine et de la salle. Quant aux managers, ils sont formés à des tâches complémentaires, comme les plannings, la gestion des produits, la gestion du matériel, la gestion de carte du travail,
dont ils seront également responsables par roulement. Ainsi, nous pouvons agir sur la variété des tâches ainsi que sur le développement de l'autonomie de chacun. 5e point, développer le lien social au sein de l'entreprise. Notre mode de communication journalière est bien évidemment le pivot de notre démarche. Afin de renforcer ce lien social, le personnel organise par exemple 2 fois par an une soirée. Il ne s'agit pas d'une soirée où la direction reçoit ses collaborateurs, mais bien d'une soirée pour le personnel, organisée par le personnel. Elles ont toujours un grand succès et sont très créatrices de liens sociaux avant et après. De façon plus institutionnelle, le développement personnel est favorisé tant par les progressions de carrière accessibles. Il faut savoir que la plupart de nos collaborateurs, de nos directeurs ont commencé comme équipiers polyvalents, que par la reconnaissance d'équivalence de diplômes ou de cycles diplômants, notamment avec les partenaires comme Sud de Corban. 6e et dernier point, la mise en place d'outils de mesure objectifs. Afin d'avoir une vision objective et partagée des situations, l'essentiel des analyses chez McDonald's sont réalisées par des sociétés extérieures. C'est le cas des analyses de notre service aux clients, réalisées chaque mois par des clients mystères, de nos prélèvements et audits de sécurité alimentaire, des enquêtes de satisfaction de nos équipes. L'appartenance à un groupe nous aide d'autant plus que nous pouvons nous situer et situer notre performance par rapport aux autres marchés et restaurants de l'enseigne. Quelques résultats permettent de situer l'enseigne et le marché de Monaco dans leur démarche de la bonne heure. Depuis 2012, McDonald's France fait partie du top 12 de l'enquête Best Workplaces en France, classant les entreprises où il fait bon travailler. Notre marché de Monaco se situe pour les visites des clients mystères dans le top 20 des 287 restaurants de la région sud-est représentant PACA et Rhône-Alpes. Notre taux de turnover hors saisonnier est de 6%, bien en deçà des moyennes de la profession. Enfin, et pour l'anecdote, nous n'avons en 23 années de présence à Monaco eu aucun dossier traité par le tribunal de travail. Pour conclure, notre démarche ne repose pas sur des artifices mis en scène par une communication adaptée, mais bien sur des pratiques solidement ancrées dans la réalité journalière. Nous n'oublions pas que dans le bonheur au travail est présent l'objet principal, le travail. Notre démarche s'inscrit dans une logique de culture d'entreprise et nous réussit bien, mais ne nous rend pas la vie journalière pour autant idyllique. Certes, il faut avoir une farouche volonté pour suivre cette voie qui passe par la recherche de la bonne heure, mais il faut tout autant avoir cette humilité qui permet de transformer les dérives, les échecs, en autant d'occasions de se reposer inlassablement la même question, comment nous améliorer? Merci. Nous avons peut-être beaucoup dépassé l'horaire prévu. Est-ce que nous pouvons nous permettre de faire quelques réponses aux questions? Si oui, il y a des micros qui vont se balader. Et je voulais vous dire que le conseiller qui est à côté de moi a un problème de planning et qu'il devra nous quitter d'ici 10 minutes. Donc s'il y a des questions qui lui sont adressées, faites-le tout de suite, sinon vous allez être frustré. Bonsoir, Alain Moreno. J'ai une petite agence événementielle et je travaille pour un artisan français. Monsieur le conseiller, vous avez parlé, madame la directrice du travail, vous avez parlé du télétravail. Mais en fait, je crois me rappeler qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Peters, ce qui fait que par définition, tout être humain va essayer d'atteindre son niveau de compétence et pas en bouger. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, si vous mettez en place donc, ce système de télétravail à Monaco, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour accompagner les managers dans un management totalement différent? On a insisté beaucoup tout à l'heure sur le mot confiance. Peut-il exister? Je pense que je n'oublie pas qu'on a beaucoup de gens qui ont été autodidactes, qui n'ont pas fait obligatoirement d'études très très prolongées. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ces gens-là? Parce que si à la base il y a des travailleurs qui sont intéressés, juste au milieu de management, il y a peut-être des questions à se poser. Oui, alors nous sommes dans une économie libérale. Il ne faut pas attendre d'un gouvernement qui gère les entreprises à la place des chefs d'entreprise. Donc chacun son rôle. Le gouvernement va mettre en place un cadre législatif et un cadre réglementaire, un contrat type donc à disposition des entrepreneurs et des salariés. Et après, évidemment, l'organisation interne de l'entreprise, cela relève de la responsabilité des entrepreneurs.
Donc il y en a qui vont réussir, d'autres qui vont moins réussir. C'est la vie, c'est le monde de l'économie. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est appeler un certain nombre de spécialistes à accompagner, à offrir des services. Pour vous dire les choses, si on rentre un peu plus dans le détail, j'ai déjà reçu des spécialistes qui ont développé en Suisse le télétravail et qui vont créer une société en principauté d'accompagnement et de management pour le télétravail. Je crois qu'il y a un vrai marché, mais c'est un marché qui doit répondre à une logique libérale d'économie de marché. Donc il y a des entrepreneurs qui vont... Alors les grosses entreprises, on peut imaginer qu'elles vont s'appuyer sur leur direction des ressources humaines et qu'elles auront, quand elles en ont une, donc, qu'elles auront des spécialistes et des consultants qui vont venir renforcer ces équipes. Pour les PME, je pense effectivement qu'il y aura besoin incontestablement d'un savoir-faire et d'une expertise qui sera donc proposée sur le marché du travail de Monaco par des sociétés qui vont offrir et développer ces nouveaux services. Mais nous, au gouvernement, on ne va pas le faire à leur place. On peut, comme vous le faites ce matin d'ailleurs, appeler l'attention des entrepreneurs sur le fait qu'il y a une vraie problématique nouvelle, qu'il ne faut pas croire que le télétravail, c'est juste de dire « Allez, salut, tu vas à la maison, tu bosses et tu reviens dans une semaine ». C'est beaucoup plus complexe. Hein. Bien sûr, ça dépend des métiers, ça dépend des business, ça dépend du niveau de responsabilité du collaborateur. Donc c'est, je crois, un vrai nouveau service qui devra être aussi proposé en accompagnement aux entreprises. Voilà, s'il y a des idées, effectivement, des gens qui cherchent à Monaco du développement de nouvelles activités, je suis convaincu que dans les prochaines années, il y a un vrai marché pour des spécialistes qui vont offrir ces services d'accompagnement pour réussir la mise en place du télétravail. Autre question? Oui. C'est un sujet qui m'intéresse pour l'avoir traité, notamment au Conseil économique et en fédération patronale. Alors, effectivement, l'idée télétravail, dans un premier temps, paraît séduisante. Mais comme l'idée de garder les enfants en bas âge pour une femme est séduisante au début, et on remarque malgré tout que beaucoup de femmes recherchent à travailler après. Et pas forcément que pour des questions financières. Ça pose effectivement, et je pense que c'est notre rôle de chef d'entreprise, de ne pas s'arrêter entre guillemets au bonheur immédiat qui est j'ai de la demande de télétravail, mais de se poser la question comment derrière continuer à créer ce lien social et comment derrière continuer à créer cette culture d'entreprise qui nous est quand même fondamentale pour la motivation de nos collaborateurs. Il y a à mon avis trois solutions même. La première dépend des profils. On a tous dans nos entreprises des collaborateurs qui ont un profil à plutôt être naturellement autonome, qui auraient pu devenir des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises sans aucun problème. Donc cela, ce n'est pas une difficulté. Pour le reste, c'est un peu différent. Donc moi, je crois beaucoup en fait à deux possibilités. L'une qui a été évoquée par Madame Palanca, qui sont les centres de regroupement de télétravail, de façon à garder un lien social. Et puis, je serais prêt à prendre un petit pari sur l'avenir pour dire que le télétravail concernera surtout des périodes particulières de la vie des collaborateurs, où il y a des moments où on a plutôt envie d'aller vers le télétravail et d'autres moments où on aura plus envie d'aller dans la vie de l'entreprise. Pour finir sur ce sujet, je pense que dans le projet de loi, c'est 2 tiers, 1 tiers. Ce qui veut dire que vous avez 2 tiers maximum de travail en dehors de l'entreprise et 1 tiers à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui fait que le lien social, et ce que M. Lézé était en train d'évoquer, sera géré, parce que les gens viendront dans l'entreprise. Ce qu'on verra aussi, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que les bureaux ne seront plus attribués et que les gens viendront avec leur ordinateur portable à des tables de travail, rencontrer des collègues pour parler de problèmes qu'ils ont ensemble et qui travaillent chacun de chez eux. Donc je pense que le télétravail, c'est une autre manière de travailler à laquelle il va falloir s'habituer, tant pour le salarié que pour la hiérarchie. Et pour la hiérarchie, un des grands aspects à bien comprendre, c'est l'aspect de l'efficience. C'est-à-dire, on va travailler avec des objectifs d'efficacité, de rentabilité, d'objectifs à atteindre en termes de travail, plus que par rapport à des présences. Dans l'entreprise française, il y a un syndrome qui est assez extraordinaire, c'est le temps de présence.
quand vous quittez votre travail à l'heure qui est prévue, vous êtes classé pour beaucoup de vos collègues pour un flemmard. Il y a des entreprises dans lesquelles le départ à la maison est difficile à prendre comme décision, parce que tout le monde reste. Ça fait partie des syndromes français. Alors, est-ce que nos femmes sont absolument abominables, qu'elles ne veulent pas nous recevoir? Elles nous font peur? Question, oui. Bonjour, Florence Grasser, je dirige une société de conseil qui s'appelle Asclepia Conseil. J'ai été vraiment très intéressée par les différentes interventions, dont je vous remercie beaucoup. La question que je voulais poser concerne plus particulièrement une des innovations liées à la mise en place du télétravail, dont je n'avais pas entendu parler, donc qui sont ces télécentres. Quelles seront, on va dire, les modalités de fonctionnement? Est-ce que ce sera uniquement pour du travail, on va dire, tertiaire? Est-ce qu'il pourra y avoir de la production dans ces télécentres? Comment vous envisagez les choses? Et sur quoi porte l'accord, en fait, avec le gouvernement français par rapport à ces télécentres? Merci. Alors, si vous voulez, c'est une question, en fait, qui ne va pas nous concerner en tant qu'autorité monégasque. Et je vais vous expliquer. Pourquoi? Dans la difficile négociation que j'ai menée pour Monaco, il y avait la crainte des autorités françaises qu'en fait, on crée des véritables zones franches monégasques hors fiscalité française et hors caisse française patronale sur le territoire français. Et donc, nous nous sommes engagés à ne pas développer de télécentres sur le territoire français. Parce qu'on comprend nos partenaires et amis français, il serait totalement inadmissible pour les entreprises installées sur le territoire français avec les charges et la fiscalité française de voir à côté des télécentres d'entreprises monégasques venant en fait créer des zones franches, créant évidemment des conditions de concurrence déloyales. Donc il n'y aura pas de télécentre piloté par la principauté, je m'y suis engagé. Il n'y aura pas non plus de possibilité pour nos entreprises de se créer des annexes sur le territoire français qui seraient des annexes de leurs locaux, ce qui reviendrait au même problème. Donc, nos entrepreneurs ne pourront qu'avoir des salariés à leur domicile. Mais il est vrai que les maires des communes voisines, et notamment Jean-Claude Guibal, avec qui je m'entretiens depuis de nombreuses années de ce projet, a compris qu'il y avait un potentiel pour les communes françaises de créer plus d'emplois si elles offraient à leurs habitants salariés à Monaco des télécentres. Donc, dans la mesure où ces centres seront développés par des mairies ou le conseil départemental des Alpes-Maritimes ou pourquoi pas des agglomérations comme l'agglomération niçoise, alors cela est possible et légal. Mais Monaco ne doit en aucune façon les subventionner, les organiser. Donc voilà. Pour autant, il y aura, ça c'est certain, à Menton, M. Guibal va monter un télécentre. Et donc la gestion en sera confiée à la municipalité mentonnaise. Je crois qu'il y a un projet aussi à Roquebrune et que M. Ciotti a aussi un projet peut-être du côté de Nice. Donc je crois que ça sera un bonus en tout cas pour nos entrepreneurs et nos salariés. C'est vrai que ça peut offrir plus de facilité encore pour le télétravail, mais nous ne pouvons en aucune manière les gérer ou nous en occuper. Donc votre question concerne bien les autorités françaises et pas le gouvernement monégasque. Autre question? Bonjour, je m'appelle Charlotte Rivaton, je suis actionnaire du groupe Exhibit. Nous sommes à Nice, à Carrosse et à Monaco. Ma question s'adresse aux deux chefs d'entreprise ici présents. Vous nous avez précisé quelles étaient vos pratiques au sein de vos groupes pour favoriser le bonheur au travail, valoriser vos collaborateurs, les inviter à être créatifs, valoriser une bonne communication au sein de vos entreprises. Est-ce que vous ne pensez pas que le bonheur au travail, c'est aussi d'aller encore plus loin et d'être plus innovant, peut-être en mettant en place, et c'est peut-être le cas, des forums ouverts, des groupes d'intelligence collective au sein de vos groupes, pourquoi pas la suppression du middle management, la mise en place de séances de méditation au travail, pourquoi pas.
Et à titre d'exemple, est-ce qu'à McDonald's, ça ne pourrait pas être directement les employés qui travaillent sur les plannings plutôt que les managers? Puisque vous me citez, je vais démarrer, je laisserai mon ami de la Poste compléter. Oui, bien évidemment, je n'ai pas voulu rentrer dans mon intervention dans ces aspects. J'aurais pu aussi vous expliquer qu'au niveau international, il y a un chief happiness manager, comme quoi le bonheur, et de nos clients d'ailleurs, et de nos employés nous intéresse. Bien sûr que tout est ouvert, mais l'intervention voulait dire que la base, c'est de se regarder bien clairement dans un miroir, et ça dépend de nous. Et ça ne dépend pas de nous, managers au deuxième niveau, ça dépend de nous, chefs d'entreprise, qui sommes décideurs de décider d'inculquer une culture ou non liée au respect et à la justesse vis-à-vis de l'humain, et disons au bonheur si on le souhaite. Alors bien sûr, tous les éléments sont possibles. Et ils ne s'en privent pas, les jeunes, hein, je vous assure. Quand vous n'avez pas inventé quelque chose, et c'est normal, c'est eux qui l'inventent, et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Alors, quant au planning compliqué, il y a eu des expériences de fait, hein, de mettre les plannings en open. C'est un peu compliqué parce qu'au travers du planning, au-delà de remplir des cases pour mettre quelqu'un en face à face au niveau du client, le planning est l'élément le plus stratégique dans la vie d'un restaurant. C'est là, et moi je vois à Monaco, le planning est obligatoirement fait par le directeur. Il n'est pas délégué, il est fait, il peut être préparé par un collaborateur, mais la partie stratégique, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut déterminer quel va être votre niveau de clientèle sur l'heure, puisqu'on travaille à l'heure et au quart d'heure, et à partir de là, il faut mettre en place des process d'organisation qui ne sont pas du niveau de l'équipier derrière. Troisième point, c'est que ne soyons pas dans un monde, je disais que la vie n'est pas tous les jours idyllique, parce que la vie n'est pas idyllique. Quand vous avez 80 collaborateurs, si vous laissez les mains libres à tout le monde pour faire son planning, vous allez avoir des cases, vous avez des cases qui sont un peu compliquées à remplir, et vous allez avoir, alors que vous laissez une grande liberté, parce que, très honnêtement, moi je préfère avoir un collaborateur aller à l'anniversaire de sa petite amie un samedi plutôt que de venir travailler et d'y aller en marche arrière. Donc ça, on l'autorise. Mais les cas, ils sont quand même polissons, nos jeunes. Hein. Donc on le fait en bonne intelligence, mais on ne peut pas le faire en... Ce que je disais, ce n'est pas la pyramide inversée, un autre système. Hein. Donc, en ce qui concerne la Poste, nous sommes dans la même problématique où nous avons un tableau de service, des tournées à faire, et c'est un point aussi important. Quand on a modernisé, on a fait une modernisation, on a fait de la consultation. Il y a eu des réunions avec l'ensemble des facteurs pour dire comment on peut faire, et on a retenu les bonnes idées. Là, on a un problème d'explosion des colis, des chronopostes, plus 20% depuis le début de l'année. Il faut réorganiser, mais on a un jeune facteur qui a dit « mais moi, je veux bien prendre la responsabilité ». On lui a dit « ok, carte blanche ». Et là, on s'est aperçu que depuis une semaine que l'on a mis en place le système, ça fonctionne très bien. Il fait fonctionner son équipe de 7 personnes. Même un cadre expérimenté ne se permettrait pas de faire certaines choses parce que lui, il dit « toi, tu vas là », il s'organise son chantier et ça marche très bien. Et on n'a aucun reste de distribué, tout est distribué. Et je crois le dialogue est quelque chose d'important, le respect aussi dans une entreprise. Merci. Nous excusons Stéphane Valéry de nous quitter aussi vite, mais il y a vraiment un souci de planning. Eh bien, on vous remercie d'être venu nous écouter et j'espère que cette conférence vous aura intéressé. À bientôt.